toutes et bonjour à tous. Mesdames et messieurs, nous sommes heureux d'être en ligne avec Monsieur Roland Lafitte. Bonjour. Bonjour à tout le monde. Bonjour et bienvenue dans l'émission Arc-en-Ciel, Actualité oblige. Je veux bien préciser à notre auditoire que Monsieur Roland Lafitte est un chercheur indépendant, écrivain, essayiste. Et aujourd'hui, actualité oblige, une actualité qui est riche, avec cet atroce attentat contre Samuel Paty, qui a été victime d'un attentat. Ça se situe dans un climat agité, comme tout le monde le sait, sur le dossier de l'islam, sur le dossier de la radicalisation, sur, bien entendu, le dernier discours du président Macron, sur les actions à mener ou à ne pas mener, dans une période de pandémie, dans une période de récession économique. Tout se mélange. Dans un premier temps, que cela représente pour vous cet attentat ignoble contre le professeur Samuel Paty? Oui. Écoutez, on devait initialement consacrer cette émission au discours d'Emmanuel Macron. Et puis il y a eu cet assassinat odieux et les deux choses se télescopent. Alors, je pensais dire que dans le discours d'Emmanuel Macron, il y avait quelques points positifs, notamment le fait de dire que la République a une responsabilité, dans le fait que des jeunes ont été poussés hors de la société, les ghettos, etc. Et d'autre part, l'idée de favoriser la recherche en islamologie, pas simplement pour des raisons policières, mais d'étudier la civilisation. Ibn Khaldoun, Ibn Rushd, etc. Et puis d'enseigner l'arabe à l'école. Bien. Et d'autre part, j'avais des doutes sur des ambiguïtés énormes dont nous en avons parlé. Malheureusement, je dois dire que le crime le crime de Conflans-Sainte-Honorine et les réactions et l'instrumentalisation de ce crime me fait présager le pire. C'est-à-dire que mes craintes s'accentuent. Mes craintes de faire payer à nos concitoyens et nos compatriotes musulmans le crime qui est fait au nom de l'islam, qui ne peut pas être imputé à l'islam, mais à des groupes et courants qui sont rejetés par la majorité des musulmans et qui pourtant se font en leur nom. Je voudrais simplement pour calmer le jeu, parce que l'idée dans ce déchaînement qu'on a partout sur les télés, les radios, je sors d'une émission là de France Inter où Monsieur Abad demandait des mesures nouvelles, etc. On en reparlera peut-être. Je voudrais simplement rappeler une enquête qui a été faite par Ipsos qui s'appelle l'Islam et la société française et qui date d'août 2019, c'est-à-dire il y a un an. Oui. On pose la question. À propos des Français qui partent en Syrie pour se battre aux côtés de l'État islamique, de laquelle des propositions suivantes vous sentez-vous le plus proche? Alors, vous n'y êtes pas opposé, c'est leur choix, une des réponses, est donnée par 12% des musulmans. On dira, ah, l'horreur, vous vous rendez compte, 12% des musulmans sont pour le djihad, et alors chez les jeunes... Et quelle est la part de l'ensemble de la population qui dit la même chose? L'ensemble de la population, 11%. C'est-à-dire c'est la même chose. Comment incriminer les musulmans de dire ça alors que c'est le même chiffre que l'ensemble de la population? Deuxième question. Vous sentez-vous bien dans la société française? Non, pas du tout. C'est donné par 15% des musulmans. Ah, on dit quand même 15% des musulmans qui ne se sentent pas bien ici, ils n'ont qu'à aller chez eux. Mais c'est 15% de tous les Français. 15% de tous les Français, c'est-à-dire le même chiffre. Même si les raisons de s'y sentir mal ne sont pas les mêmes. Rejet des croyances et de leurs valeurs par les musulmans, à 44%. C'est beaucoup. Rejet par la situation économique et sociale pour 46% pour l'ensemble de la population qui ne se sent pas bien dans la société. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est la conclusion? La conclusion, c'est que nos concitoyens musulmans, ils pensent exactement comme les Français en général. Donc, ça suffit de les mettre à part. Ça suffit aujourd'hui de leur imputer. Alors, vous vous rendez compte qu'avec la crise aujourd'hui, le chômage massif, la Covid, les fermetures d'entreprises,
la crise sanitaire et sociale qui devient... Et on sort l'histoire on monte en épingle un attentat, qui est aussi odieux soit-il, pour que par exemple quelqu'un que je ne nommerai pas mais qu'on connaît tous dise ils viennent tuer nos enseignants et nous on veut faire entrer l'arabe à l'école. N'importe quoi. C'est pas... Alors il paraît qu'on veut lancer des mesures, prendre des mesures contre les appels à la haine sur internet. Là, je sais pas si ça fait partie des appels à la haine ou pas, ça. J'en sais rien du tout. C'est qui il? Il tue nos enseignants. Qui il? Les musulmans, les arabes, les immigrés, le fait que ce soit un Tchétchène, c'est pareil. Comme si les Tchétchènes avaient besoin de l'arabe à l'école. Enfin, c'est n'importe quoi. Alors vous voyez comment les gens perdent la tête dans cette histoire et comment il faut, je pense, comme je le dis, rester calme, rester froid et regarder les choses telles qu'elles sont. Donc, il y a certes, comme vous l'avez bien dit, il y a un climat de propagande de taille par ceux qui essayent de monter sur cette crime odieux, mais tout le monde le sait. Tout le monde le sait, mais malheureusement, on est dans une période de deuil. Au lieu de soutenir la famille, au lieu de soutenir le corps enseignant, on est en train de chercher des coupables. Parce qu'il y a une question qui s'impose, Roland Lafitte, par rapport à cette situation. Le tueur, c'est quelqu'un de la Tchétchénie, dans un premier temps. Il n'est pas musulman arabe. Ce monsieur dépend du courant de l'islam du Caucase. Et tout le monde le sait, la situation du Caucase est explosive. Oui, c'est clair qu'il y a des rapports, il y a des rapports, les crimes qui sont, les gens qui passent, les assassinats, ils sont liés évidemment pas simplement à des situations intérieures, mais aussi à des situations internationales. C'est évident, on va pas, aujourd'hui c'est un Tchétchène, hier c'était un Pakistanais, il y a évidemment d'autres facteurs à faire entrer en ligne de compte que les rapports avec le monde arabe, c'est clair. Et que même la situation particulière en France, bien sûr. C'est pas l'aspect le plus important pour moi dans ce qui se passe. Prenez par exemple monsieur Darmanin qui dit, qui dit on attaque la République, tout le monde dit ça, on attaque la République. On attaque la République. Si c'est dans la tête d'un Tchétchène qui... ça n'a rien à voir avec la République. Hein. Mais enfin, c'est pas grave. La démagogie vient là. On attaque la République. Donc il faut combattre les ennemis de la République. Qui c'est qui va dire « Ah non, c'est pas bien de combattre les ennemis de la République. » Après tout. Si la République est attaquée, c'est normal qu'elle se défende. On est d'accord. C'est compréhensible. Bon. Alors, qui sont les ennemis de la République ? Alors on va nous dire, ah ben c'est pas les musulmans. Non, en général c'est pas les musulmans, il y a des bons musulmans, etc. C'est l'islam politique. C'est l'islam politique, voilà. Mais c'est quoi l'islam politique? Il faut le définir. C'est quoi? C'est quoi? Alors les uns disent l'islamisme politique, mais monsieur Daniel Abad tout à l'heure, il a dit l'islam radical à l'école, l'islam politique, l'islam radical. Donc il y a une terrible confusion là-dedans. Alors, en quoi ça consiste? Est-ce que on va s'offusquer du fait qu'il y a un judaïsme politique? Est-ce qu'on s'offusque du fait qu'un président du CRIF dise « Je suis le représentant politique du judaïsme français » C'est pas un problème. Est-ce qu'on se plaint qu'il y ait des syndicats de chrétiens? On se plaint qu'il y ait un courant chrétien qui vont en politique. Il y a eu la démocratie chrétienne en France. Elle est toujours en Allemagne, elle est en Italie, elle a été en Italie. Est-ce qu'on se plaint de ça? Non, c'est l'islam. Pourquoi? Pourquoi l'islam? Parce qu'on dit l'islam est violent par nature. Alors, je vous ai montré tout à l'heure que la violence, les musulmans dans l'opinion française, les musulmans français ne se distinguent pas du tout du point de vue de violence avec les autres Français. D'abord. Et alors on dit oui, mais le Coran est violent par nature. C'est complètement faux, c'est débile. Et alors on va chercher les versets qui sont violents dans le Coran, mais on en trouve encore plus dans la Bible. Et alors que dans le Coran, ça concerne quelques centaines de personnes qui sont ici, dans la Bible, dans les temps assyriens, c'était des centaines de milliers de personnes qui étaient visées. C'est une autre échelle. Bon, donc tout ça c'est faux. Ce
ce sont des préjugés. On s'appuie sur le préjugé que l'islam est violent par nature, que donc un musulman il est tenté par la violence, rien qu'en lisant le Coran, naturellement, et que le musulman par nature ne distingue pas, l'islam ne distingue pas entre politique et religion. Et donc, on a beau parler de séparatisme, de terrorisme, on ne sait pas de quoi il s'agit. C'est les musulmans qui vont être suspectés, parce que qui me dit que les musulmans, si le communautarisme, comment dire, l'islam est une antichambre pour la violence et pour la dissidence armée, eh ben comment dire, la suspicion va peser sur tous les musulmans. Et les musulmans ont beau se dire, ah ben non, c'est pas nous, on n'est pas violents. On va dire, oui, mais dans le Coran est violent par nature. Le Coran ne distingue pas la politique et la religion. Donc tant que vous, individuellement, chaque jour et chaque heure de la journée, vous dites pas, non, je suis contre la politique, non, je suis contre la politique violente, non, je suis pour la République, vous serez persécuté pour le dire. C'est de l'inquisition. C'est de l'inquisition. Vous vous rendez compte que ce monsieur Daniel Abad, tout à l'heure, il était dans les écoles. Il va falloir faire un devoir noté avec un examen sur les valeurs de la République. Et les enfants qui ne comprennent pas ce que c'est que les valeurs de la République, on va les montrer du doigt. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je suis en colère, vous permettez, je suis en colère. Parce que j'entends les choses, les pires choses. Moi qui ai été enseignant, pendant 37 ans de ma vie, dans une banlieue où la majorité de mes élèves étaient musulmans d'ailleurs, j'ai une petite expérience de la chose, et si vous saviez ce que j'ai dû me battre contre mes collègues pour imposer un peu le calme, la détente dans ces rapports, à une époque où c'était bien moins, comment dire, grave qu'aujourd'hui. Donc voilà, donc je parle pas simplement comme qui est chercheur, mais je parle d'expérience. Justement, cette expérience elle est très intéressante, M. Roland Levitz. Vous avez parlé comme quoi vous avez fait beaucoup d'efforts pour apaiser pendant votre carrière. Donc ce que nous sommes en train de vivre, c'est un mal profond quelque part. Ben, il y a un mal profond, bien sûr qu'il y a un mal profond. Et c'est quoi la raison de ce mal profond? Écoutez, la société française, il y a quelque part, je comprends la société française. Je vais même donner un exemple, comment dire, qui va paraître stupéfiant aux gens qui m'écoutent. En 96, je suis allé à Khartoum. En 96, et j'ai fait une interview de Tourabi, islamiste, affreux, etc. Donc, dans les bureaux de Hassan el-Tourabi, donc c'était à Noël 96, je m'en souviens très bien, il y avait un petit comment dire, une petite brochure qui expliquait qu'il fallait pas s'étonner qu'en France, les Français soient contre la religion. Parce qu'à force de lutter contre l'Église, qui leur a fait très mal à travers l'histoire, ils ont fini par balancer la religion. Là, il dit, ça ne veut pas dire que c'est des mauvaises personnes. Qui c'est qui dit ça? Un islamiste considéré comme un fou ici, qui est capable d'expliquer. Et c'est vrai que la lutte contre l'Église, pendant des siècles, qui était du côté des seigneurs, du côté de la royauté, du côté de la monarchie, qui était contre la Révolution, qui était contre la République. C'est vrai que dans l'état d'esprit qu'on appelle laïcard, il est compréhensible, il y a une peur. Mais on l'a instrumentalisé, cette peur, pendant la colonisation, en disant, vous voyez, les Algériens, ils sont pas, c'est pas contre nous. S'il n'y avait pas la religion, ils seraient pour nous, parce qu'on leur apporte que des bienfaits. Donc c'est la religion, et c'est des féodaux, et c'est le retour en arrière. Voilà. Donc on a amené toutes des monarchistes aux républicains et aux socialistes, on a dressé tout le monde contre les musulmans, contre les Algériens, sous prétexte qu'ils étaient musulmans, religieux et féodaux. Ça, c'est une inertie encore aujourd'hui. Les gens ont peur, ils voient dans le fait qu'il y a des musulmans qui sont nombreux, qu'ils arrivent avec certaines revendications culturelles dans la société, et ils ont peur. Alors, il tient aux musulmans et puis il tient aux non-musulmans. Bon, ben, j'essaie de faire ma part. Il tient à tout le monde d'essayer de dédramatiser la chose. Et de couper cette peur. C'est ce que je fais à ma manière, moi, que j'essaye. Je ne suis pas le seul.
bien sûr. Mais vous voyez la question, et donc il y a un problème réel. Alors, et quand il y a quelqu'un qui vient décapiter un professeur, le mot décapiter, ça crée des froids. On voit Daesh on voit par exemple, on dit tout de suite, Darmanin, le ministre, qui dit, on a lancé une fatwa contre le professeur. Bon, ça crée l'effroi. Où était la fatwa? Qui a lancé la fatwa? Qu'est-ce que c'est que c'est? Donc on utilise des mots qui font peur, vous voyez? Donc c'est ça le truc, au lieu de regarder la chose calmement. Et à qui profite selon vous cette situation de telle nature d'appuyer la peur auprès de la société française? Ben, moi, on détourne carrément, je l'ai dit tout à l'heure, on détourne carrément. Il y a des gens qui ont, d'abord, il y a des gens qui instrumentalisent la peur. Et ils existent, les courants sont très forts dans la société. D'autre part, carrément, on a besoin de détourner les luttes qui se préparent. Il y a beaucoup de gens qui soient musulmans ou pas, qui luttent contre le chômage, qui luttent contre le déclassement, qui vont lutter qui sont dans une situation terrible. Le 93, où le premier prénom à l'état civil c'est Mohamed, c'est quand même, il y a 2 fois plus ou 3 fois plus de morts du Covid que dans les autres départements quand même. Donc il y a un problème, il y a un rapport entre la pauvreté et la crise sanitaire, et les morts de la crise sanitaire, et il y a un rapport entre la pauvreté et les populations ghettoisées issues de l'immigration. Il faut pas charrier quand même. Donc c'est ça qu'on essaie de détourner la colère. Au lieu de la détourner contre le gouvernement, M. Darmanin, ministre de l'Intérieur, dit on va interdire le CCIF. Il va interdire le CCIF. C'est quoi cette histoire? Il est ennemi de la République. Ah bon? Il va interdire le CCIF pour salafisme, pour frères musulmans? Montrez-le. En France, il y a 2 fois qu'on a eu des grandes interdictions. Il y a eu le PCF qui a été interdit en 40. Pourquoi? À cause du pacte germano-soviétique. Hein? On se souvient. Bon, il était évidemment, il était contre, il faisait la propagande de l'ennemi dans la guerre. Bon, dans un pays en guerre, ça mérite évidemment quelques sanctions. Vous croyez qu'il a été interdit parce qu'il voulait abattre la République sociale, la République parlementaire? Non, il était pour la République sociale. Il était pour la dictature du prolétariat. Quand est-ce qu'il a abandonné cette idée? Dans les années 70. Est-ce qu'il y avait une raison de l'interdire en dehors de l'intelligence avec l'ennemi? Non. Quand on a interdit les trotskistes, les groupes trotskistes dans les années 70, pourquoi on les a interdits? Parce qu'à cause de la loi anti-casseurs, le fait qu'il y avait des bagarres à chaque manifestation, qu'ils étaient en bagarre, qu'ils se battaient avec la police. Est-ce que le CCIF se bat contre la police? Est-ce que le CCIF a des actions anti-françaises? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors, il y a beaucoup de démagogie, sauf que, on est en train, et ça se voit aujourd'hui, de faire 2 choses. D'abord, on nous dit, et j'ai entendu hier une émission dans laquelle les gens étaient tous d'accord, le député Le Guen, là, l'ancien socialiste, hein, il a été ministre, qui disait, on ne peut pas interdire le salafisme. C'est une idée. Or, il faut l'interdire. Il faut l'interdire, vous vous rendez compte? Il prêche l'inégalité entre l'homme et la femme, il faut l'interdire. Et donc, il faut changer la loi pour permettre d'interdire ce CCIF. Alors moi, je pose la question, là, par exemple. Est-ce qu'on va interdire l'Église de France parce qu'elle n'ouvre pas la prêtrise aux femmes? Sous prétexte que les valeurs de la République, c'est l'égalité entre l'homme et la femme. Est-ce qu'on va interdire les couvents de nonnes sous prétexte qu'ils ne sont pas ouverts aux hommes, que les hommes ne peuvent pas devenir nonnes? Non mais c'est délirant cette histoire. Donc on est en train de chercher des lois spéciales contre l'islam. Et ça touche pas simplement, vous voyez que ça touche pas simplement les musulmans, ça touche les chrétiens, ça touche tout le monde. On est en train d'essayer d'imaginer des lois pour se débarrasser de quelques personnes qui ne plaisent pas, pour les traiter d'ennemis de la République, mais on le fait avec des méthodes qui touchent tous les citoyens. Autre exemple, il y a encore plus... Quand Emmanuel Macron a parlé du séparatisme, il a fait ça en novembre, je ne sais pas si vous vous rappelez, novembre 19, il a fait un discours déjà, c'était à Mulhouse, je ne sais pas. Action, on va durcir
la pression sur les mosquées, les associations, l'école, etc. Que dit un préfet? Un préfet qui est cité par le Figaro, je pourrais vous donner si ça vous intéresse la date. Ce préfet dit, en fait, on ne peut rien contre ces gens en appliquant la loi. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre la méthode Al Capone, ces associations. On va leur chercher la petite bête. On va leur faire des interventions, et puis on va dire, vous n'êtes pas en vos questions de sécurité, vous n'êtes pas en règle avec les sécurités, vous n'êtes pas en règle avec le fisc. C'est-à-dire, on fait des pressions qui n'ont rien à voir avec la loi. Ça s'appelle de la persécution. Et c'est ce qui s'est passé, d'ailleurs, la semaine dernière, avec Baraka City, que M. Darmanin veut interdire comme salafiste ou comme ennemi de la République. Eh ben, je lui souhaite bien du plaisir. Si pour ça il est obligé de changer la Constitution, ça va faire mal. Et on est en train d'accuser le CCIF d'être ennemi de la République, mais que fait la Ligue des droits de l'homme dans des manifestations communes avec le CCIF? Eux aussi, la Ligue des droits de l'homme, il va falloir les traiter d'ennemis de la République? Bon, on est dans la folie, là. On est dans la folie. Donc, c'est des mots, sauf que le résultat, c'est des pressions énormes sur tout ce qui est musulman. Parce que on ne peut pas imaginer que dans l'histoire, étant donné qu'on a créé un vaste magma dans lequel musulman, ça peut devenir radicalisme religieux, et que le radicalisme religieux, c'est l'antichambre du radicalisme politique, et qu'on peut passer de l'un à l'autre, ce qui est faux. D'ailleurs, ce qui est faux, toutes les études le montrent, que les gens qui sont passés à la dissidence armée, ils viennent pas du radicalisme religieux, c'est une infime minorité. Ils viennent de fait que, notamment avec l'Algérie, des gens qui étaient déjà dans la lutte armée ont fait des petits noyaux autour d'eux et on se met autour d'eux une dissidence armée. C'est ça le véritable chemin. Et puis c'est les prisons, où ces gens ont été confrontés à tout un tas de gens et avec qui, sortis de prison, sont devenus des prétendus djihadistes, parce que le mot est une insulte même à l'islam, le mot de dire djihadiste. Parce que des gens qui mènent la lutte armée au nom du djihad, pour l'islam, c'est pas ça le djihad. Hein. C'est pas ça, ça n'a rien à voir. Bon, enfin bref. Il y a plusieurs choses que vous avez évoquées, M. Roland Lafitte. Est-ce que cette situation actuelle qui est en train de prendre de l'ampleur à l'intérieur du pays, suite à cet attentat ignoble, plus le discours, on risque que la France rentre dans une guerre qui dépasse largement ses frontières? C'est pas dû à la situation intérieure. La France mène des guerres déjà. Elle mène des guerres. Alors, sous prétexte qu'il y a un attentat ici qui est fait par un Tchétchène ou un Pakistanais, on est en train de parler de guerre contre le terrorisme. Et où est-ce qu'on l'amène? On l'amène au Mali, on l'amène en Syrie, on l'amène en Irak. Les gens qui sont allés en Irak, les premiers, ils sont pas allés, les gens, ils sont pas allés là-bas. Si on veut parler géopolitique, ils sont pas allés là-bas pour lutter contre la France. Ils sont allés là-bas pour lutter contre l'invasion américaine. Et les Français ont commencé, alors qu'ils étaient contre cette guerre, ils ont criminalisé les gens qui allaient lutter contre l'invasion américaine de l'Irak. Et puis ces gens se sont petit à petit retournés contre la France. Donc il y a un lien entre les interventions françaises, comment dire, dans des pays islamiques, enfin de religion, de culture, etc., et le soi-disant terrorisme islamique en France. Il y a un lien. Et je parie que si on continue comme ça à embêter les gens au Sahel, ce qui est en train de se passer, parce que là-bas on commence à en avoir assez des Français, on dit là-bas, on est là-bas pour protéger la France contre le terrorisme. J'ai bien peur que si ça continue, il y ait un terrorisme sahélien en France. Là, je peux comment dire, faire le pronostic sans me tromper dans les 5 ans qui viennent. Il y a des spécialistes sur cette ligne qui en parlent. Le centre de gravité du terrorisme maintenant est lié au Caucase. Il risque d'ici peu de temps d'être en Afrique. Il y a un déplacement, c'est sûr, là-bas. Or, les Français, là, comment dire, en prenant, en se plaçant dans sur un front guerrier, même, avec la Turquie, avec des pays de la région, évidemment, il s'expose, il y aura des réactions, nécessairement, il y aura des réactions.
Et il ne faut pas qu'on aille inculper les musulmans de ça, c'est géopolitique. La France va être du côté de l'Arménie contre l'Azerbaïdjan, très bien, mais Israël défend l'Azerbaïdjan, donc il faudrait que la France se batte aussi contre Israël. Ça serait une bonne chose qu'elle dénonce Israël. Et pas simplement pour se mettre du côté de l'Azerbaïdjan, qu'elle dénonce ce qui est fait à Gaza tous les jours, et en Cisjordanie, tous les jours. Ah, alors ça, là, c'est notre problème. Hein. Non, là, franchement, on ne va pas rentrer dans ces choses. C'est pas bien, ça. Ils défendent la civilisation aussi, ces gens-là. Monsieur Netanyahou, c'est bien connu, il défend la démocratie et la civilisation sur la barrière de la barbarie orientale. Vous comprenez, c'est très difficile d'avoir un ton calme. C'est très difficile. Mais il faut quand même, dédramatiser la situation ici. On prend quand même un attentat qui est aussi odieux soit-il, pour aller sortir pour aller prendre des mesures qui vont frapper tous les musulmans, puisque tous vont être suspectés de radicalisation. Et comme on confond radicalisation religieuse, si on veut, fondamentalisme, bigoterie, etc., on confond ça avec le radicalisme politique, qui n'a rien à voir. Évidemment, on rend tous les musulmans suspects. On a beau dire, c'est l'islam, pas l'islamisme, mais qu'est-ce qu'on a mis derrière le mot islamisme encore? Qu'est-ce qu'on met derrière? Qu'est-ce qu'on met? L'islam radical, on dit l'islam radical et l'islam politique. Les deux notions sont complètement fausses. Donc on est en train d'embêter tous nos compatriotes musulmans. Alors n'étant pas religieux, n'étant d'aucune religion, je peux de façon extérieure et neutre m'apercevoir de ça, que ça touche toute la société, ça touche tous les citoyens, quelle que soit leur croyance, leur religion et leur adhérence politique, leur adhésion politique. Bah, il y a beaucoup de monde qui parle d'un séparatisme musulman pour l'instant, qui risque d'ici peu de temps d'être aussi un séparatisme juif, évangélique, autre. Hein. Il y a une réelle peur hein, chez beaucoup de monde. Hein. Alors, parlons de séparatisme. Qu'est-ce qu'on montre comme indice de séparatisme? C'est une connerie monumentale, cette idée. Il y a des musulmans, vous vous rendez compte, ils veulent des horaires spéciaux dans les piscines, pour les femmes. C'est du séparatisme, ça? Et quand les institutions juives dans les années 2000 ont demandé des horaires spéciaux pour les femmes juives, c'était du séparatisme? Non, on montre les musulmans. Est-ce qu'une femme musulmane va demander dans un hôpital d'être soignée par un homme, par une femme plutôt que par un homme? Séparatisme. C'est insensé. Mais est-ce que la Constitution française ne donne pas, et la loi française ne donne pas, le libre choix du médecin? Alors, si vous demandez je veux un médecin, on va vous dire mais c'est pour des raisons religieuses ou des raisons c'est quoi? Donc c'est de l'inquisition d'aller demander à quelqu'un pour quelle raison. Alors si c'est religieux, c'est non, et si c'est pas religieux, c'est oui. En fait, on a décidé, c'est un scandale de demander le choix de son médecin. Mais il y a combien de femmes? Ben alors, est-ce que la SNCF va être obligée de supprimer les compartiments spéciaux pour les femmes qu'elle fait la nuit? C'est pas un séparatisme, ça? Non, il faut arrêter les conneries. Franchement, il faut arrêter de prendre les... Je dis pas que je suis d'accord avec ça, mais on le monte à l'épingle pour en faire des bagarres inutiles dans la société, pour détourner des véritables problèmes. C'est ça le problème le plus grave, il est là. Bah écoutez, la masse média, ça fait un certain temps qu'elle tape sur les tambours de la guerre, hein, par l'intermédiaire de Zemmour et compagnie. Hein, donc, mais là, alors le gouvernement, je ne sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, mais le gouvernement, il a promis de nettoyer un peu les réseaux Internet pour enlever les appels à la haine. Mais qu'est-ce qu'il appelle appel à la haine? C'est les appels de M. Zemmour, les appels à la haine, qui dit les musulmans, il doit pas y avoir, l'islam est incompatible avec la République. C'est pas un appel à la haine contre les musulmans, ça? Mais il était condamné, ce monsieur. Hein? Il était condamné jusqu'à la Cour de cassation. Bon, oui, il a été condamné, mais il continue, on lui donne une tribune. Et oui, mais justement, moi, je suis pas contre le fait qu'il raconte ses bêtises. Ça me dérange pas.
Ça se combat. Les bêtises, ça se combat par la raison, par la vérité, par un combat politique, idéologique. Je ne pense pas que ça se combatte avec des règles policières. Mais le problème, le plus grave, c'est pas qu'il ait la parole, c'est qu'on lui donne une tribune dans laquelle on dit un tel face à Zemmour face à un tel, par exemple. Onfray, par exemple. Non, c'est Onfray qui vient au tribunal de Zemmour. C'est Onfray qui se trouve face à face avec un type qui est là tous les jours. C'est lui l'animateur. Donc c'est lui l'animateur, c'est le public qu'on met en face avec lui, et lui qui fait le grand ponte. Le pontifex, là, le pontifex Maximus, de la pensée, pas simplement de droite, de la pensée islamophobe. Voilà, c'est clair. Alors, islamophobe, pas au sens de critique simplement de la religion, mais au sens où la société française a fait, il y a un temps, un code de l'indigénat dans lequel il y avait des musulmans, il y avait des Français qui étaient dits Français musulmans et qui n'avaient pas les mêmes droits que les Français européens. Donc là, il y avait une différence qui n'était pas une simple différence d'idées. Il y avait une différence ethnique. On a créé une ethnie qui était des musulmans. Et des gens, des nostalgiques de la colonisation comme lui, comme ce monsieur, évidemment, et pour lui, les musulmans ne sont pas des bons Français. Avant, ils n'étaient pas des citoyens. Pourquoi leur a-t-on, bon sang, donné la qualité de citoyen? Elle pose la question des prénoms français, hein? Oui, les prénoms, oui, c'est tellement ridicule. Oui, c'est ridicule, c'est un aspect de la chose, Pour être un bon Français, il faut avoir des prénoms français. C'est ridicule, simplement, je poserai la question à tout le monde. Est-ce que, par exemple, le président de la République, qui s'appelait Sadi Carnot, dont le père n'avait pas obéi aux lois qui étaient les lois de la République à l'époque sur les prénoms, est-ce qu'il n'a pas été président de la République alors qu'il portait un prénom arabe? Ça a dit. Donc il y a des exemples qui montrent qu'on pouvait faire que des grands personnages et des personnages qui ne peuvent pas être suspectés d'insulter la France, d'insulter leur patrie, ont eu reporté des prénoms qui n'étaient pas français, qui n'étaient même pas autorisés par la loi. Alors aujourd'hui où la loi autorise tous les prénoms pourvu qu'ils ne soient pas, dommageables à l'enfant, on ne peut pas sortir des bêtises pareilles, à moins de penser qu'un prénom musulman ou un prénom qui sort de la Bible, de l'Ancien Testament, comme Mathéatéou ou autre, ce soit préjudiciable à l'enfant. Est-ce qu'on se dirige, M. Roland Lafitte, à un statut spécial pour les musulmans de France? Écoutez, le statut, non, pour l'instant, ce n'est pas possible sans révolte complètement constitutionnelle, c'est-à-dire sans un coup d'état juridique, c'est pas possible. Il ne peut pas y avoir des statuts des musulmans. Comme il n'y a pas un statut ni des chrétiens, ni des juifs, ni des athées, il n'y a pas de statut. Et c'est pas possible. Alors, est-ce que ce qu'on est en train d'essayer de faire, c'est un statut des imams? Mais ça, ce n'est pas possible non plus. La loi ne peut pas créer, comme le propose Emmanuel Macron, ne peut pas créer une validation des imams par un organisme quelconque, qui n'est même pas reconnu par les musulmans en plus. La labellisation de CFCM. Oui, c'est pas possible. C'est pas possible dans la loi. Donc là encore, on veut qu'il y ait un organisme qui discipline les musulmans. Même monsieur Tarek Obrouk, que vous allez interviewer, il dit que c'est pas possible. Quelle est la question? On ne peut pas, la société française, depuis 1905, a créé séparation entre les religions et leur organisation et l'État. D'accord? C'est ça. Donc l'État ne peut pas se mêler de la nomination des imams, pas plus que des curés ou des rabbins. Prenons la question à l'envers. Est-ce que tous les rabbins qui existent en France ont un certificat, sont validés par le consistoire israélite? Pas du tout. Non. Il y a tout un tas de rabbins qui ne veulent pas entendre parler du consistoire. Est-ce qu'ils sont hors la loi? Non, ils sont rabbins. Est-ce que parmi les pasteurs, tout le monde est validé par l'Église réformée? Pas du tout. Il y a tous les évangéliques qui ne reconnaissent pas l'Église réformée. Et ils ont des pasteurs. Est-ce qu'ils sont hors la loi? Pas du tout. Et alors on va le faire pour les musulmans?
Alors, d'abord, on ne peut pas le faire, à moins d'un coup d'État constitutionnel qui change la loi sur le concordat, qui rétablisse un concordat, bon, ce qui ne gênerait pas simplement les musulmans, mais toutes les religions, et beaucoup de laïcs, d'abord. Et la deuxième chose, c'est que on va faire comme au temps de la colonisation, où l'État nommait les... C'est l'État, ça revient au fait de faire nommer les imams par l'État ou par un organisme soumis à l'État, un organisme policier. Qu'est-ce qui s'est passé? Quel a été le résultat en Algérie, par exemple? Ben, c'est que les gens fuyaient les mosquées, et fuyaient les zaouïas, où l'État mettait des dirigeants à sa botte, ultra médaillés de la guerre de 14. Dans tous les cas, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et même si ça existait, ce serait contre-productif. Le grand problème, là-dessus, monsieur Obrouk a raison. Là-dessus, il faut encourager une théologie musulmane. Mais c'est pas la République ne peut pas encourager une théologie musulmane. Lorsque on a voulu créer une chaire de théologie musulmane en pays non concordataire, en pays concordataire, c'est-à-dire à Strasbourg, vous avez eu une levée de bouclier menée par des gens comme Gilles Kepel qui dit c'est contraire à la laïcité. Donc on l'a pas voulu. On l'a pas voulu et c'est pas aujourd'hui qu'on le voudra. Alors, ce qui serait bien, c'est effectivement que l'État mette tout son poids dans la balance pour faciliter les études islamiques de la civilisation islamique. Qu'on fasse connaître Al-Farabi, qu'on fasse connaître Ibn Sina, qu'on fasse connaître Al-Kindi, qu'on fasse connaître toute la philosophie arabe qui a de la gueule, hein. Ça a de la gueule dans l'histoire de la pensée. Demandez à Maïmonide s'il n'est pas un héritier d'Al-Farabi, et Maïmonide et Spinoza n'est pas un héritier de Maïmonide, etc., etc. Prenez ces filières dans l'histoire. Il y a des gens, des philosophes qui l'ont fait à l'époque. Je vois un cours de Châtelet en 68 qui consacrait 2 chapitres à la philosophie musulmane et qui parlait de tout ça. Aujourd'hui, vous savez ça, on parle de la philosophie musulmane. On dit, mais c'est passé la philosophie musulmane. Mais la philosophie d'Aristote et de Platon, c'est pas le passé. Et pourquoi les Arabes et les musulmans ont appelé Al-Farabi le second maître? Le premier, c'était Aristote. Pourquoi le second maître? C'est qu'il respectait Aristote. Et donc, entre Aristote et puis la philosophie moderne, il n'y a rien eu. Ben, il faut arrêter des bêtises. Il faut savoir d'où nous venons, nous-mêmes, Européens. Il faut savoir quel est notre passé dans la pensée, l'impact de la pensée philosophique et de ses richesses arabes pendant le Moyen-Âge sur la pensée chrétienne et la préparation de la Renaissance. Il faut penser à ça. Et qu'est-ce qu'on instruit? On instruit qui de ça à l'école? Non, je parle même pas de la science, je parle même pas de l'astronomie ou des mathématiques, je parle de la pensée simplement philosophique. Il y a beaucoup de choses à faire. Alors si jamais on faisait ça, on rendrait un grand service à la société. Et il y aurait vis-à-vis de nos compatriotes musulmans sans doute beaucoup moins de rancœur. Et qu'au lieu d'apaiser, on cultive officiellement, dans les rangs officiels comme le fait M. Darmanin en réclamant l'interdiction du CIF comme ennemi de la République. Comme vous le savez, dans le discours du Miro, le président de la République a parlé d'une somme assez importante dans ce sens à la FIF pour la création d'un institut d'islamologie. Pas besoin d'un institut d'islamologie, il suffit de favoriser dans les différentes facultés les études d'islamologie qui ne soient pas simplement des enquêtes policières. Qu'on enseigne la philosophie arabe, qu'on enseigne même les sciences, etc., qu'on enseigne l'histoire de la philosophie, et qu'on la fasse passer par la philosophie arabe, et qu'on montre l'impact de la philosophie arabe, comme l'a fait monsieur, comment il s'appelle ce philosophe de Libéra, par exemple, qui a fait un excellent travail là-dessus. Il y a quelques philosophes qui ont fait ça, quelques personnes qui ont fait ça. Et il faut simplement développer ce genre d'études. Et là c'est possible, il n'y a pas besoin d'un institut spécial pour ça. D'abord, il y a un institut, Fondation de l'Islam de France,
qui prétend développer étudier la civilisation. Il y a la même chose à Lyon, qui prétend non pas être un institut religieux, mais un institut qui concerne la civilisation arabe et musulmane. Mais c'est ça qu'il faut développer, et pas les coincer, au rôle de censeur des futurs imams, ce qui est une stupidité. On n'y arrivera pas de toute façon. Écoutez, le temps nous dira, hein, parce qu'on passe une charnière assez importante suite à cet acte barbare contre ce professeur d'histoire oui, géo. c'est compréhensible qu'il y ait de l'émotion dans la société. C'est plus que compréhensible. Mais au lieu de calmer les peurs, on joue sur elles, on souffle dessus. Voilà. Et de la part des pouvoirs publics, ce qui est encore le pire. Monsieur Roland Lafitte, nous sommes arrivés à la fin de cette émission et j'aimerais bien avoir votre mot de la fin par rapport à cette situation. Mon mot de la fin, ce sera comme mon mot du départ, le mot avec lequel je concluais mon introduction, c'est d'appeler au calme, c'est de se méfier des appels, comment dire, à la guerre, là, en ce moment, surtout qui touche tous les musulmans, et de réaffirmer que les musulmans sont des citoyens comme les autres, qu'il n'y a pas de différence, en gros, entre nos compatriotes musulmans et l'ensemble des Français, comme je l'ai rappelé dans du sondage, et de ne pas tomber dans de ne pas écouter les sirènes de la séparation, de mettre les musulmans à part, etc., etc. Ou même pour les musulmans de se considérer aussi comme des victimes définitives de la société. Il faut combattre tous ensemble pour que la République, dont on parle beaucoup, soit la même pour tous. Monsieur Roland Lafitte, chercheur indépendant et essayiste, merci infiniment de cet éclairage. Je vous dis à très bientôt parce que actualité oblige et on a besoin d'un décryptage transversal sur ce qui va se passer très prochainement et surtout dans une période, comme on l'a dit et on le redit, de pandémie. Je vous dis à très bientôt, monsieur Roland Lafitte. Allez, oui, absolument, à très bientôt. Merci.